C'est quoi la liquidité d'un actif? Quel impact de la liquidité sur vos investissements? C'est ça qu'on verra sur cette vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous donner des astuces pour ne pas tomber sur le piège de certains types d'actifs qui sont très peu liquides et comment ça peut impacter aussi vos investissements. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier. Mon accent vient du Brésil et cette chaîne elle est faite pour les investisseurs de long terme. Si vous voulez accélérer votre indépendance financière, si vous voulez avoir des résultats depuis les premiers mois d'investissement, c'est la chaîne faite pour vous. Inscrivez-vous maintenant et restez avec moi. Aujourd'hui, je vais parler spécifiquement de la liquidité des ETF. D'abord, il faut comprendre c'est quoi un ETF. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne par rapport au sujet, vous pouvez regarder, je vais laisser les liens dans la description de la vidéo. Les ETF sont un panier d'actions. À la place d'acheter une action, de devenir partenaire, d'acheter une action en bourse d'une société comme L'Oréal, Louis Vuitton, etc. Vous pouvez simplement acheter un panier d'actions où il va y avoir des parties, des morceaux de plusieurs sociétés dans un seul coup. Et aujourd'hui, on va parler de la liquidité de ces types d'investissements. Et aussi, on va comprendre la liquidité en mode général, comment fonctionne la liquidité aussi pour les actions, par exemple. Bon, c'est quoi la liquidité? Pour résumer, la liquidité, c'est la capacité de transformer un actif soit un autre actif très rapidement sans avoir des pertes. Imaginez que vous achetez aujourd'hui un bien immobilier et vous souhaitez les vendre. Ça va être difficile de les vendre très rapidement, d'avoir l'argent nouveau dans votre compte bancaire. C'est ça la liquidité. La liquidité d'un chèque, par exemple, c'est plus facile. Vous pouvez ramener ces chèques dans une agence bancaire et donc ils vont changer vers d'argent en espèces. Donc vous allez recevoir exactement les mêmes montants. Donc ça, c'est la liquidité, la capacité de transformer un actif soit un autre actif. La liquidité elle est plus importante si on peut faire ça rapidement et sans avoir des pertes d'argent. Tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui sont basés sur des études de JP Morgan et des autres institutions d'études financières. Je vais laisser les liens dans la description de la vidéo. Je vais donner un exemple d'abord dans le monde des actions. Imaginez une société énorme comme Total par exemple. Elle a des millions d'actions négociées dans la bourse et donc il y a beaucoup de personnes qui possèdent ces actions. Donc c'est facile d'acheter une action car il y a beaucoup de vendeurs aussi. Il y a des gens qui ont acheté il y a plusieurs années et souhaitent vendre maintenant avec une plus-value. Il y a des gens qui simplement ont regretté l'achat et donc toujours il va y avoir des acheteurs et des vendeurs. Et donc c'est assez liquide. C'est facile de négocier, d'échanger un actif vers un autre et sans avoir des pertes surtout. Je vais vous montrer maintenant les carnets d'ordre des Total. C'est exactement comme ça que la négociation d'achat et vente est réalisée. Il suffit que l'acheteur il trouve un vendeur qui souhaite vendre exactement au prix qu'il est en train d'offrir. Donc vous voyez maintenant que l'achat et la vente, l'action Total, elle est négociée à 46,30 et 46,31. Donc vous voyez que si vous achetez et juste ensuite vous souhaitez vendre cette action, vous n'allez même pas perdre un centime. Donc on dit que c'est très liquide. Et on peut mesurer cette liquidité dans la bourse, surtout pour les actions, avec les VQM, les volumes quotidiens moyens. Cette petite différence d'achat et vente arrive sur les grandes sociétés. Maintenant, si on analyse une petite société qui pèse beaucoup moins dans la bourse, donc il y a moins d'acheteurs, moins de vendeurs, on va trouver une liquidité importante, mais qui n'est pas si élevée comme des Total, par exemple. Par exemple, la petite société Sens. C'est une société qui vaut quelques millions dans la bourse, contrairement au Total qui vaut des milliards dans la bourse. Donc vous voyez que l'acheteur et les vendeurs, ils vont arriver dans une négociation. La négociation va se concrétiser s'ils arrivent à négocier entre une valeur de 210 € et 212 €. Donc vous voyez qu'il y a une différence de 10 € de négociation. Donc si vous achetez maintenant et vous souhaitez la vendre ensuite, vous allez voir une petite différence beaucoup plus élevée que la différence des Total. C'était de 1 centime. Donc vous voyez que dans la bourse, la négociation d'acheteurs et vendeurs sont réalisées dans les marchés primaires. Vous avez l'action et vous allez négocier avec quelqu'un qui est intéressé par cette action. Donc, tout s'est fait avec la quantité d'actions disponibles dans les marchés. Par exemple, ça peut y avoir une société qui pèse 100 millions dans la bourse. Elle peut avoir 1 million d'actions disponibles dans les marchés et chaque action coûte 100 €. Si on multiplie 1 million d'actions fois 100 €, ça donne la capitalisation de la société. La société vaut dans la bourse donc 100 millions d'euros. C'est comme ça qu'on va calculer la capitalisation des Total. On va multiplier la quantité d'actions par les prix de l'action pour découvrir combien vaut Total dans la bourse. Et pour Sens, une petite société, on peut faire les mêmes calculs. C'est la quantité d'actions disponibles dans les marchés multipliée par les cours de l'action. Mais bon, on va parler des liquidités des ETF maintenant. La liquidité des ETF, c'est intéressant à analyser car on n'a pas en négociation dans les marchés primaires. On a des intermédiaires pour faire cette négociation. Vous allez voir l'image suivante. On a l'acheteur, donc ça peut être vous par exemple. Vous êtes intéressé à acheter un ETF. Par exemple, l'ETF CAC 40. L'ETF qui a des morceaux des 40 principales sociétés de marché français.
Et donc, vous allez acheter ces paniers d'actions chez un émetteur d'ETF, comme Lixer, Amundi, sont les plus connus en Europe. Donc, vous allez acheter et c'est les émetteurs qui vont négocier avec un intermédiaire de marché. Ici, vous pouvez voir que c'est un participant autorisé. C'est simplement une institution financière qui va négocier les parts des ETF pour trouver des actions. Imaginez, vous avez un ETF CAC 40. Donc, il y a une petite partie des L'Oréal, Louis Vuitton, Kering, Renault, etc. dans ces paniers d'actions. Vous avez une petite partie de chaque action dans ces paniers. Imaginez que ces paniers, il va bouger des prix tous les jours parce que les actions sont négociées tous les jours. Donc, ça peut aller vers les hauts, ça peut aller vers les bas à court terme. On sait qu'à long terme, les investissements sont haussiers. On va gagner sur le long terme dans la bourse si on est partenaire des belles sociétés. Donc, dans les cas d'un ETF, cette négociation de chaque petit morceau est faite par un intermédiaire. C'est les participants autorisés qui va faire ça. Donc, à ces moments, on ne peut pas dire que la liquidité des ETF, c'est comme des actions. Il faut juste voir la quantité des volumes négociés, la quantité de personnes qui sont en train de négocier, les montants négociés par jour. Parce qu'à ces moments, on peut penser que la quantité d'ETF disponibles dans les marchés est variable. En fait, les participants autorisés, ils peuvent créer des parts et ils peuvent diminuer des parts selon l'offre et la demande. Donc, la liquidité d'un panier d'actions est très liée à la liquidité des actions en vrai, de chaque action qu'il y a dans les paniers. Donc, les participants autorisés qui fait les rôles des intermédiaires, il va analyser combien les paniers d'actions a bougé dans la journée, par rapport les cours de l'action. Il va acheter dans les marchés principaux. Il va en fait insérer dans les paniers d'actions. Contrairement aux actions, les ETF, il n'y a pas un nombre fixe des parts. Donc, ils sont un nombre variable négociés dans les marchés qui peuvent être créés et effacés juste pour faire les suivis parfaits de l'indice des références. Je vais maintenant partager une petite partie d'une vidéo que j'ai fait précédemment, il y a déjà quelques mois, qui explique comment fonctionne la création d'un ETF et comment ça fonctionne en fait pour les suivis d'un indice des références. Donc ici, on a notre schéma comme investisseur. On doit avoir un courtier et dans ce cas, on va investir dans les marchés américains. Comme vous pouvez imaginer, pour les CAC 40, c'est facile d'avoir un panier d'actions. Il suffit d'acheter 40 entreprises. Mais vous imaginez qu'avoir un ETF physique pour un ETF de S&P 500, c'est très difficile car l'émetteur, il doit acheter 500 entreprises du marché américain. C'est pour ça que normalement les indices qui sont très diversifiés, comme les marchés américains, on utilise en fait des ETF synthétiques. Et les ETF synthétiques ont besoin d'un courtier, un émetteur de l'ETF, qui va avoir un contrat de type swap avec une contrepartie. La contrepartie, normalement, ce sont des grandes banques. Ensuite, on va voir comment ça fonctionne, ces contrats entre les deux parties. Donc déjà, un contrat swap, c'est un contrat entre deux parties afin d'échanger une valeur contre une autre valeur. Donc imaginez qu'Amundi veut investir sur le marché américain, du coup sur le S&P 500, et elle achète un portefeuille de base, un portefeuille européen qui a plus ou moins une bonne corrélation avec les marchés américains. Mais vous êtes d'accord avec moi que cette panier d'actions qui possède vraiment les actifs ne va pas suivre les marchés américains exactement de la même façon que quelqu'un qui possède les 500 entreprises du marché américain. C'est pour ça qu'Amundi va faire un contrat avec Crédit Agricole, parce que c'est la banque principale qui possède même une partie d'Amundi. Ils vont faire un contrat qui, au cas où les portefeuilles de base ils ne montent pas suffisamment comme l'indice des références, le Crédit Agricole va verser un montant d'argent vers Amundi d'une façon que les portefeuilles de base va suivre exactement l'indice des références. Par contre, si les portefeuilles de base va avoir une hausse plus importante que les marchés américains, dans ce cas, c'est Amundi qui va verser d'argent vers le Crédit Agricole. Donc, les deux vont faire une sorte d'équilibre entre les portefeuilles de base et l'indice des références. Et pour ça, bien sûr, le Crédit Agricole va demander d'Amundi une certaine quantité de frais. Donc, l'échange fait entre les portefeuilles de base et l'indice des références, si on revient dans les slides précédentes, donc par exemple, si le portefeuille de base il a une hausse plus importante que les S&P 500, c'est Amundi qui va verser d'argent vers le Crédit Agricole. Et au contraire, dans les cas où le portefeuille de base ne va pas avoir une hausse comme le S&P 500, ça va être le Crédit Agricole qui va verser encore plus d'argent vers Amundi pour que les investisseurs reçoivent exactement la valeur correcte de l'indice de référence S&P 500. Donc, on avait vu précédemment dans cette vidéo qu'en fait, pour une action, plus important c'est les montants négociés par jour, plus on a d'acheteurs et vendeurs, plus importante ça va être la liquidité. Moins on va perdre en train de négocier l'action rapidement, par exemple. Pour une petite société, on va avoir une liquidité moins importante.
Pour un panier d'actions, pour un ETF, ça va être différent. On ne peut pas analyser simplement la quantité d'argent investi ou combien c'est le nombre d'acheteurs et vendeurs qui négocient cet ETF, car la liquidité va être beaucoup plus attachée en fait au sous-jacent. Sous-jacent, c'est quoi? Ce sont les actions qui sont disponibles dans ces paniers, car l'intermédiaire va négocier vraiment les actions dans les marchés primaires pour placer exactement les nombres exacts dans les paniers pour que ces paniers puissent faire le suivi exact de l'indice de référence. Grâce à ce mécanisme unique de création des parts de l'ETF et d'avoir un intermédiaire qui fait la partie de la négociation, ça permet aux ETF d'avoir une liquidité beaucoup plus importante, même si on a moins d'argent investi dedans, moins d'acheteurs et moins de vendeurs. Les ETF existent depuis 1987, donc ça fait plus de 30 ans que les ETF sont dans les marchés et aucune personne a perdu de l'argent à cause de la partie technique arrière les ETF. Vous pouvez devenir partenaire des excellentes sociétés, des centaines de sociétés avec un seul achat. Avec une centaine d'euros, vous pouvez être partenaire par exemple des 500 plus grosses sociétés du marché américain. Cette image ici va vous montrer quelles sont les variables liées à la liquidité d'un ETF et pourquoi c'est difficile de dire quelle est la vraie liquidité d'un ETF. Mais il faut garder en tête qu'elle est toujours plus élevée qu'une action par exemple seule, car on a un panier d'actions, il y en a un intermédiaire qui joue les rôles pour négocier ces paniers d'actions. Donc vous avez les size of ETF, donc la taille de l'ETF, combien d'argent il est investi dedans, les funding costs, donc quels sont les frais liés à cet ETF aussi, la disponibilité du marché futur. Donc on a aussi un marché secondaire et un marché futur on va faire des contrats pour assurer que l'ETF va suivre exactement l'indice de référence. On a les trading activity in ETF, donc la quantité d'activité sur cet ETF, liquidity of underlying, qui c'est la liquidité des sous-jacents, donc la liquidité des actions qui sont dans ces paniers d'actions. L'index volatility, donc la volatilité, combien ça bouge l'indice de référence. Vous savez que toutes ces variables vont former la liquidité de l'ETF. On ne va pas simplement analyser les VQM, les volumes quotidiens moyens, car pour les ETF, le fonctionnement est très différent. Une manière très simple de regarder la liquidité des ETF, c'est regarder combien d'argent il a investi dans les ETF. Et pour les débutants, j'ai dit que faire cette analyse, ça suffit pour connaître la liquidité. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, c'est ça que j'ai dit dans les vidéos. Et ça, c'est vrai pour une raison très importante. Pour un débutant, pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup les marchés, qui ne connaît pas ces détails plus techniques, c'est très important juste de savoir combien d'argent il a investi dedans. Par exemple, un ETF qui a 30 millions investis dedans. Si on va sauver des milliers d'investisseurs, des centaines d'investisseurs, ça va donner quelques millions d'euros investis dedans. L'investisseur doit payer des frais pour avoir ces paniers. Ce sont des frais de 0,15%, 0,20%. Ce sont des frais très faibles. Mais il faut savoir que l'institution financière, l'émetteur de l'ETF, doit faire des contrats, doit payer une équipe de management de cet ETF. Donc, ils ont des coûts. Donc, pour éviter que votre ETF soit clôturé et quand même vous n'allez pas perdre d'argent, j'ai déjà expliqué ça dans cette vidéo ici. Donc, si votre ETF est clôturé ou si l'ETF n'est pas gagnant en termes financiers pour l'émetteur, ils vont clôturer cet ETF et donc vous allez avoir besoin d'aller chercher un autre ETF qui va suivre les mêmes indices de référence. Donc c'est pour ça que regardez juste les volumes négociés, ça c'est important, juste pour avoir déjà la stabilité de l'ETF, pour savoir qu'ils vont pas clôturer l'ETF un jour sur l'autre. Mais la vraie liquidité des ETF est beaucoup supérieure au volume négocié, à la quantité d'argent disponible dedans l'ETF. Donc si vous achetez des ETF géographiques très connus comme dans les marchés américains, les SP 500, les Nasdaq, ou dans la France, les CAC 40, essayez de trouver toujours des ETF avec un actif net, avec d'argent investi dedans, plus de 100 millions, 80 millions. Si votre ETF, c'est un ETF de niche, intelligence artificielle, investir dans l'eau, etc., vous pouvez accepter au-delà des 30 millions d'euros. Moins de 30 millions d'euros, ça va être dangereux d'un point de vue qui peut-être l'ETF peut être clôturé et simplement vous avez besoin de chercher un autre ETF après. C'est juste de la bureaucratie, mais c'est du casse-tête. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager avec vos amis. Ça va être avec énorme plaisir que je vais répondre à vos commentaires ci-dessus cette vidéo. N'oubliez pas de regarder dans la description de la vidéo les liens disponibles. Et aussi, on a des préinscriptions ouvertes pour l'Insider, la meilleure formation d'investissement de la France. On se voit dans la prochaine vidéo.